C'est l'heure du Planttober. C'est comme Linktober, mais avec des plantes. C'est-à-dire que pendant tout le mois d'octobre, chaque jour, j'ai choisi une plante. Et moi, sur mon compte, je vais vous partager un truc que je trouve intéressant sur la plante. Et puis vous, si vous avez envie de participer au challenge Planttober, vous pouvez faire un dessin, donner un fait que vous trouvez cool sur cette plante, donner une recette, peu importe ce que vous avez envie, tant que c'est la plante du jour. Je vous mets la liste là, mais vous pouvez aussi la retrouver sur mon Instagram. Le lien est dans ma bio sur mon Linktree. Et voilà, j'espère que vous trouverez les espèces que j'ai choisies intéressantes, et j'espère que vous trouverez les faits que j'ai sélectionnés intéressants. Et on se retrouve demain pour parler de la cannelle. Est-ce que vous saviez que c'était comme ça qu'on ramassait la cannelle? L'écorce la plus extérieure va être enlevée, et puis l'écorce intérieure que là il est en train de peler minutieusement va juste s'enrouler sur elle-même à cause de la forme naturelle de l'arbre. Et c'est ça les petits bâtons de cannelle qu'on a. Et du coup, ça, c'est un cannelier de Ceylan. Et ça tombe bien, parce que le cannelier de Ceylan, c'est le jour 1 du Planttober. Bon allez, je vous connais, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire « Oui, on a déjà vu les vidéos sur TikTok, on savait déjà que la cannelle, c'était l'écorce d'un arbre. » Du coup, j'ai un autre fun fact sur la cannelle pour vous. Et donc, est-ce que vous saviez que la cannelle, c'était un traitement très efficace de l'insulinorésistance? Si jamais vous avez par exemple un syndrome des ovaires polykystiques, on vous a peut-être prescrit de la metformine pour lutter contre votre insulinorésistance. Et vous avez eu des effets secondaires extrêmement indésirables, ben en fait, sachez que vous pouvez remplacer la metformine par de la cannelle. Il faut prendre des capsules de 500 mg 3 fois par jour, donc c'est pas non plus hyper évident à trouver et c'est pas remboursé par la Sécu. Mais si jamais vous préférez passer à la cannelle qui n'a pas d'effet indésirable, je pense que personne ne vous en voudra. Malheureusement, comme c'est perçu comme de la médecine naturelle par certains médecins, c'est pas forcément pris au sérieux, mais je peux vous assurer qu'il existe suffisamment d'études cliniques sur le sujet pour qu'il y ait eu des revues du sujet et que, si, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, à demain pour la suite du Planttober. Est-ce que vous saviez qu'avec l'Iris Desjardins, on peut faire une très jolie encre bleue? L'Iris Desjardins, c'est notre jour 2 du Planttober, et je me base sur ce livre, Encre de plante, pour vous en parler. Voilà, c'est Encre de plante d'Elisabeth Dumont. Je vous recommande très très fort ce livre si ça vous intéresse. L'Iris Desjardins, c'est cette très jolie plante qu'on trouve très souvent en ornementation dans les jardins. Et on peut extraire le pigment qui donne la couleur au pétale pour en faire de l'encre. En fonction de si on utilise de l'iris pur ou si on mélange à par exemple du bicarbonate ou de l'acide tartique, on peut obtenir un magnifique nuancier de couleurs. Basiquement, il suffit d'écraser des pétales dans de l'eau, de laisser macérer 1 heure, puis de mélanger soit à de l'alun, soit à du bicarbonate de soude en plus ou moins grande quantité, pour obtenir un nuancier qui va du violacé au vert. Et vous pouvez bien sûr mettre de la gomme arabique dedans pour épaissir l'encre et pouvoir l'utiliser pour faire vos plus beaux dessins. Et si vous avez de l'acide tartique, vous pouvez également vous amuser à partir carrément dans des couleurs violet-rose pour le coup. Voilà, j'espère vous avoir inspiré pour vos prochaines activités créatives et je vous dis à demain pour la suite du Planttober. Est-ce que vous connaissez la linaigrette, cette magnifique plante fluffy qui pousse dans les tourbières? C'est la plante 3 du Planttober, du coup on va en parler aujourd'hui. C'est une plante que j'adore juste parce que je trouve ça trop joli, cette petite boule de poils. Et malgré sa ressemblance avec du coton, malheureusement, on ne peut pas prendre ces fibres pour en faire du tissu. Mais on peut quand même utiliser ces fibres pour faire d'autres trucs. Par exemple, on peut rembourrer des coussins, on peut faire du papier avec, mais on peut aussi, et c'est son utilisation la plus courante, faire des mèches pour des bougies ou des lampes à huile. C'est une plante qui pousse en France, mais les tourbières sont généralement des espaces protégés. Du coup, je vais pas aller dans une tourbière pour ramasser de la vinaigrette et voir si je peux faire du papier avec. Mais si jamais vous avez de la vinaigrette à côté de chez vous et que vous pouvez en ramasser sans problème, bah je serais plutôt intéressée de savoir est-ce que vous avez réussi à faire quelque chose avec. Sur ce, je vous dis normalement à demain pour la suite du Planttober. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais je suis malade. Donc si je ne poste pas dans les jours suivants, c'est juste que j'avais pas la forme de le faire. Est-ce que vous savez faire des couronnes de fleurs comme ça? Aujourd'hui c'est le jour 4 du Planttober et donc on va parler du trèfle blanc, mais vous pouvez faire des couronnes dans ce style-là avec d'autres plantes, notamment la pâquerette. J'ai trouvé cette technique pour la première fois dans le livre Jouets de plantes de Christine Armango, du coup je vous en parle parce que même s'il n'est pas hyper bien organisé, c'est quand même assez sympa comme bouquin. Voilà les explications écrites, je vous laisse mettre pause, mais je vais vous montrer ça en vrai parce que c'est pas forcément évident avec juste le dessin.
Il n'y a pas de trèfle en fleurs en ce moment autour de chez moi, du coup j'ai pris une autre plante pour servir d'exemple. L'essentiel c'est que la tige soit suffisamment souple. C'est très simple, on commence par faire une croix comme ça, avec celui-là par-dessus, on passe dessous et entre les fleurs et on fait rejoindre les tiges du même côté. Voilà, on se retrouve avec une boucle comme ça. Fleur suivante, on la met après. Là j'exagère pour que vous puissiez bien voir. On passe dessous, entre les fleurs, on relie les tiges. Hop, voilà. Encore une fois, on met la fleur, on passe dessous, entre les fleurs, on remet la tige. Là, bien sûr, c'est un petit peu lâche pour vous bien voir les boucles, mais essayez de faire un truc un petit peu plus serré quand vous le faites vous. Au fur et à mesure, vous allez vous retrouver avec ce truc de tige. Quand vous arrivez à la fin, tout simplement, les tiges qui vont rester, vous les passez tant bien que mal dans les boucles du début, et ça vous permettra de clôturer le truc, et vous pouvez donc faire une couronne de la taille que vous voulez, avec n'importe quelle plante qui a une tige assez souple. Et pour en faire régulièrement, je peux vous dire que si vous faites ça correctement, avec des boucles assez rapprochées, ça tient super bien. Celle-là, je l'ai portée toute l'après-midi, je l'ai même fait essayer à plusieurs personnes différentes. Et en fait, pour vous dire, elle est même toujours quelque part dans mes cartons, c'est juste que là, je ne peux pas vous la montrer, en fleurs séchées, et elle a toujours une intégrité à peu près cohérente. Bref, à demain pour la suite du Planttober. Est-ce que vous saviez qu'on peut faire du café avec du Gayératron? Le Gayératron, c'est la plante 5 du Planttober. C'est une plante qui pousse très couramment en France métropolitaine. Et elle est très facilement reconnaissable tout simplement parce qu'elle s'accroche à tout et n'importe quoi. Les gens propriétaires de chiens connaissent généralement très bien cette plante puisque les petites graines vont s'accrocher dans le poil de nos toutous et c'est une plaie à enlever. En fait, elle a plein de petits crochets qui ressemblent à du velcro. D'ailleurs, c'est une plante avec un système similaire qui a inspiré le velcro. Mais du coup, plein de petits crochets et donc du coup, si tu la poses dessus, ça tient. Et c'est le cas des tiges, des feuilles, mais aussi des fruits. Mais vous me direz quel est le rapport avec le café? Tout simplement, en fait, ça fait partie de la famille des rubiacées, et c'est la même famille que le café. Du coup, si vous prenez les petits fruits là, quand ils passent du vert au brun, qui sont juste mûrs, vous les faites torréfier, infuser, et pouf, vous avez une boisson qui a un goût très proche du café. Pour être parfaitement honnête, j'ai jamais tenté parce que je déteste le café, donc j'ai pas très envie de m'imposer ça. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai vu et revu sur plein de trucs de plantes comestibles, dont je pense que ça doit être vrai. Sur ce, je vous dis à demain pour la suite du Planttober. Yaha! Est-ce que vous saviez que certaines espèces végétales ont besoin du feu pour pouvoir pousser? C'est le cas par exemple de la plante numéro 6 du Planttober, le Paulownia. Honnêtement, je sais même pas comment est-ce que ça se prononce, je l'ai juste vu à l'écrit, donc si jamais je me trompe, corrigez-moi. Le Paulownia, c'est un arbre que j'aime beaucoup parce que ça fait de très jolies fleurs violettes, mais que aussi, ses fruits, ils font du bruit quand on les secoue. C'est un arbre qui nous vient d'Asie et qui là-bas, en Chine et au Japon particulièrement, a une symbolique extrêmement importante et qui est aussi très important économiquement puisque on utilise beaucoup son bois pour faire énormément de choses différentes. Mais le truc extrêmement intéressant, c'est que les graines du Paulownia ne peuvent germer que sur un sol stérile, qui a donc généralement été complètement cramé avant. Évolutivement, ça a du sens parce que du coup, il n'y a plus de concurrents puisque tout a été cramé et que le sol est très riche puisque, vous le savez, généralement on brûle une parcelle pour la rendre plus fertile puisque en fait on va avoir plein de carbone et de nutriments que les plantes vont pouvoir utiliser. Ça prend également tout son sens quand on regarde les graines. Il en reste très peu à l'intérieur de cette capsule, mais vous pouvez voir qu'elles sont toutes petites, très volatiles et très duveteuses. Ça veut dire que potentiellement elles volent et donc se dispersent très facilement, qu'elles peuvent plus facilement prendre feu ou du moins aider à ce que l'étendue sur laquelle elles soient prenne feu, mais aussi qu'elles n'ont pas de réserve pour pouvoir faire pousser une plante et qu'elles ont donc nécessairement besoin d'un apport extérieur pour avoir les nutriments nécessaires pour vraiment pouvoir lancer leur germination. C'est pas la seule plante qui a besoin de feu pour pousser, c'est le cas par exemple du pin maritime, c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes d'incendie par exemple dans une région comme les Landes, avec des pins maritimes partout, mais ça nous montre surtout que la nature, de manière générale, elle n'est pas faite pour éviter les incendies. On a vraiment, nous, cette obsession en tant qu'humains de ne pas vouloir que les choses prennent feu, de façon légitime, hein. On n'a pas envie que nos maisons brûlent ou que nos provisions brûlent. C'est tout à fait normal. Par contre, éviter que les forêts brûlent, ça c'est une erreur,
parce qu'elles ont besoin de brûler. Dans l'Hexagone, on a peu de forêts vraiment étendues, donc c'est pas trop un problème chez nous, mais dans des zones géographiques comme par exemple les États-Unis, où ils ont des forêts immenses à perte de vue, c'est un vrai gros souci les incendies, puisque la gestion des forêts fait qu'on évite les incendies à tout prix, mais que donc toute cette matière qui brûle bien s'accumule au fur et à mesure du temps, et quand un incendie se déclare et qu'on n'arrive pas à l'arrêter suffisamment vite, ça prend des proportions complètement immenses, comme on a pu voir ces dernières années avec le réchauffement climatique, ça prend encore plus des dimensions complètement dingues. Et du coup, certains décideurs commencent à se rendre compte qu'en réalité, ça a du sens de faire des feux contrôlés régulièrement plutôt que d'éviter à tout prix les incendies. Bref, je vous dis à demain pour le prochain Planttober. Est-ce que vous savez comment est-ce que le gui, ça fait pour s'accrocher aux arbres? Bienvenue dans ce jour 7 du Planttober, et aujourd'hui on va parler parasitisme chez les végétaux. Parce que oui, le gui, c'est ce qu'on appelle une plante hémiparasite. Une plante, ça a deux types de sève. La sève brute, qui est l'eau et les éléments minéraux que la plante puise du sol, et la sève élaborée, qui est l'eau avec tous les sucres qui ont été synthétisés par la photosynthèse. Certains végétaux, comme le gui ici, vont venir faire un suçoir qui va rentrer dans une autre plante et venir parasiter la sève de cette plante hôte. Et dans le cas d'un parasite total, ça va parasiter la sève brute et la sève élaborée, donc vraiment tout prendre comme sève. Alors que dans le cas du gui, par exemple, on peut voir que le gui, il est vert, c'est-à-dire qu'il est capable de faire de la photosynthèse, et donc il ne va parasiter que la sève brute. Mais là, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien, là, vous voyez tous les trucs verts qui ressortent, c'est le gui, ça, en fait. C'est les endroits où le gui a fait ses propres vaisseaux à l'intérieur des vaisseaux de l'arbre qui parasite. Tant que ça reste en faible quantité, qu'il n'y a pas beaucoup de gui sur un seul arbre, c'est pas mortel pour l'arbre, ça peut l'affaiblir. Par contre, si on commence à avoir un arbre recouvert de gui, là, ça peut le tuer et ça arrive assez régulièrement. Du coup, ok, la boule de gui, elle tient comme ça sur l'arbre parce qu'il y a un putain de suçoir au milieu qui est planté dans la branche bien comme il faut, mais comment est-ce que c'est arrivé là au départ ? Pour se disperser, une plante, ça fait des fruits. Et à l'intérieur, il y a des graines qui vont devenir de nouvelles plantes. Sauf que ici, c'est un petit peu dur de semer une graine sur une branche. Les fruits du gui vont être mangés par des oiseaux, mais en fait, vous pouvez voir à l'intérieur du fruit, si on l'écrabouille, on voit que la graine, elle est protégée par une espèce de gaine assez solide et plein de trucs gluants autour. Genre vraiment gluants, vous voyez à quoi ça fait penser. En fait, l'oiseau va pas être capable de digérer ça, ce qui fait que quand il va se poser sur une branche et qu'il va simplement faire caca, la graine dans sa gaine va rester collée à la branche sur laquelle le caca tombe, tout simplement. Et après, quand ça va germer, la racine va venir creuser la branche et ça va faire le suçoir qu'on a vu plus tôt et refaire une boule de gui. Mais donc voilà, c'est absolument dégueulasse le monde végétal, c'est trop bien. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain pour la suite du Planttober où on parlera également de trucs gluants dégueulasses. Est-ce que vous savez qu'on peut purifier l'eau grâce à un cactus? C'est le jour 8 du Planttober et aujourd'hui on parle du figuier de Barbarie. C'est un cactus qu'on trouve un peu partout dans le monde, notamment en France on peut le trouver sur le bassin méditerranéen, mais pas que, il est vraiment très courant et vous pouvez facilement en trouver sur les marchés par exemple, puisque aussi bien le fruit que les feuilles, qu'on appelle des raquettes, sont comestibles et sont réputées pour être très bonnes. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ces fameuses raquettes pourraient venir apporter de la solution à comment permettre à des populations pauvres d'avoir accès à de l'eau potable. Si on ouvre le figuier de Barbarie, on voit à l'intérieur un mucilage, on appelle ça, cette espèce de gel un peu collant, vous voyez par exemple l'aloe vera, ce type de substance. Et le mucilage du figuier de Barbarie spécifiquement, si on le mélange à de l'eau, il va venir floculer les éléments qui sont dans l'eau. C'est-à-dire que tous les petits trucs qui sont même microscopiques, ça peut être des bactéries par exemple, qui sont dans l'eau, vont venir être collés par ce mucilage et faire ce qu'on appelle des flocs, c'est-à-dire qu'en gros ça va faire des grumeaux, et si tu laisses poser l'eau, et ben ces grumeaux vont tomber dans le fond, ou sinon juste tu le filtres, et tu te retrouves avec une eau qui est quasiment pure. Je dis quasiment pure, mais c'est possible que ce soit même totalement pur, c'est juste qu'il y a des études qui se succèdent les unes après les autres, élément par élément, truc après truc, pour voir est-ce que vraiment le mucilage du figuier de Barbarie permet d'enlever ça de l'eau, ça prend du temps de tout vérifier, mais a priori, c'est réellement super efficace, et comme c'est une plante qui est très courante et très connue par les populations des pays où ça pousse,
c'est une super solution pour permettre à ces gens d'avoir de l'eau potable gratuitement. Le monde végétal, ça regorge vraiment de merveilles comme ça, et on se retrouve demain pour parler d'un autre truc trop cool. Est-ce que vous saviez qu'on a des plantes carnivores en France métropolitaine? C'est des plantes qui poussent dans des milieux tellement pauvres qu'elles ont dû trouver des stratégies supplémentaires pour trouver des ressources, et c'est le cas notamment de la petite utriculaire, le jour 9 du Planttober, qui pousse dans les tourbières. C'est une plante quasiment entièrement aquatique, elle forme des espèces de tiges comme ça, avec des toutes petites feuilles qui vont flotter grâce à des feuilles un peu transformées qu'on ne voit pas tellement elles sont petites, qu'on appelle des utricules. Ça c'est une autre espèce, mais c'est pour que vous puissiez vous faire une idée d'à quoi ça pourrait ressembler. En fait, ces petits trucs vont donc plus ou moins servir de flotteurs, mais c'est surtout ça qui est la partie carnivore. En fait, quand c'est dans l'eau, ce truc-là, ces utricules, elles sont plates, elles sont quasiment vides, et il y a des petits cils, des petits poils à l'entrée. Et si jamais il y a une petite bestiole qui vient chatouiller ces petits poils, l'utricule va s'ouvrir, et par simplement effet de dépression, ça va aspirer l'eau autour, et donc la petite bête va se refermer, et comme toute plante carnivore, ça va libérer des enzymes qui vont être capables de digérer la petite bestiole. Donc voilà, d'une pierre deux coups, des flotteurs et des estomacs. Et comme je disais, c'est vraiment une plante aquatique. Vous pouvez voir que normalement, ça ne dépasse pas de l'eau. Le seul truc qui dépasse de l'eau, c'est juste les tiges fleuries pour pouvoir faire la reproduction, mais sinon, tout se passe sous la surface. Mais il faut savoir que c'est pas la seule plante carnivore du tout à être en France métropolitaine. Il en existe, je vais pas dire beaucoup, mais il en existe de plusieurs types, avec des systèmes de pièges différents. Je vous invite notamment à regarder mon Planttober de l'année dernière, avec la Drosera à feuilles rondes, qui est un autre type de plante carnivore. Sur ce, désolé d'avoir posté cette vidéo en retard, et je vous dis à aujourd'hui pour la suite du Planttober. Est-ce que vous saviez qu'on peut faire une très belle encre brune avec des noix? Aujourd'hui, c'est le jour 10 du Planttober et on ressort mon super livre Encre de plante pour parler du noyer. J'ai un poil menti dans l'intro parce que c'est pas exactement avec les noix qu'on va faire de l'encre, mais avec le brou de noix, qui est cette enveloppe charnue qui entoure la noix classique qu'on a l'habitude de voir. Le brou, ça se ramasse encore vert au moment où on ramasse les noix, tout simplement, et une fois séché, ça donne ces espèces de caca dégueulasses qu'on peut réduire en poudre pour pouvoir faire de l'encre. Je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez tout lire, mais basiquement, il faut 20 g de brou de noix sec que vous réduisez en poudre, que vous mélangez à 550 centilitres d'eau. Vous faites bouillir tout ça jusqu'à avoir une consistance satisfaisante, et éventuellement, on peut bien sûr rajouter des trucs comme de l'alun pour le conserver, ou de la gomme arabique pour avoir la texture que vous souhaitez. Mais voilà, vous avez obtenu votre brou de noix, qui est une encre extrêmement utilisée dans l'histoire de l'art, notamment pour faire des lavis. Il semblerait également qu'on peut en mélanger au henné pour se teindre les cheveux, mais je n'ai jamais expérimenté avec ça, donc je ne peux pas vous dire. Normalement, j'aurais dû faire cette vidéo avec une démonstration, parce que j'ai du brou de noix qui date d'il y a quelques années, qui attend d'être transformé en encre. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire ça, mais étant donné qu'on est en pleine saison de récolte des noix, je pense que je vais tout simplement faire une vidéo TikTok où je vous amène avec moi de A à Z sur comment est-ce qu'on récolte le brou et comment est-ce qu'on le transforme en encre. Tout ça dans une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à demain pour le prochain Planttober. Est-ce que vous savez qu'on peut utiliser l'herbe comme du blé et récolter ses graines pour faire de la farine? Attention, pas n'importe quelle herbe, là on parle de la fétuque des prés, qui est le jour 11 du Planttober. Pour reconnaître la fétuque, c'est assez facile. Déjà, vous voyez, les feuilles de l'herbe, elles sont emboîtées les unes dans les autres. La fétuque, quand elle est emboîtée, elle est enroulée et pas pliée. Donc déjà, c'est le premier indice. Et ensuite, devant, là, vous voyez, là, je les ai un peu pliées, mais il y a ces espèces de petites oreilles, là, pointues, filamenteuses. Bah voilà. C'est de la fétuque des prés, tout simplement. Ça fait partie des espèces d'herbes qu'on plante dans nos jardins, donc c'est possible que vous en ayez chez vous, et ça pousse aussi naturellement un peu partout. Bien sûr, pour récolter ces graines, ça nécessite de ne pas tondre, ce que la plupart des gens ne font pas, mais voilà, si jamais vous tombez sur de la fétuque qui a réussi à aller jusqu'à faire des graines matures, bah amusez-vous, faites de la farine. En attendant, on se retrouve demain pour le prochain Planttober. Est-ce que vous savez que ça, c'est une fougère, et qu'en plus, elle est comestible? Il s'agit de la Botrytis lunaire, qui est la plante 12 du Planttober. Mais du coup, si c'est une fougère, ça veut dire que ça, là, les petites boules qui ressemblent à des fruits, bah ça en est pas, puisque les fougères ne font pas de fruits. Le fruit, c'est le produit d'une fleur, et du coup, il y a que les plantes à fleurs qui font des fruits, c'est logique. Plante à fleurs, c'est une classification, c'est pas juste pour dire il y a des fleurs sur cette plante.
Et les fougères ne sont donc pas des plantes à fleurs, et elles n'ont donc pas de fruits. Si je vous laisse réfléchir 2 secondes à comment se dispersent les fougères, je pense que la plupart d'entre vous vont réaliser que ça se disperse avec des spores. Si vous avez déjà dû voir sous des feuilles de fougère aigle, la fougère la plus courante qu'on a en tête quand on pense fougère, plein de petits points orange qui se dispersent quand on les touche, et c'est des spores, et du coup, c'est exactement ça qu'on retrouve. Un spore, c'est tout petit, c'est microscopique, du coup, les grosses boules qu'on voit, c'est pas des spores, c'est des sporanges, c'est des sacs qui contiennent les spores. Le truc que je trouve rigolo dans le cycle de vie des fougères, c'est que les spores, par contre, ne vont pas donner une plante qui ressemble à ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le sporophyte, c'est lui qui libère les spores, mais le spore, une fois qu'il germe, il va donner ce qu'on appelle un gamétophyte. Et le gamétophyte en question, c'est ça, c'est généralement des espèces de petits blobs microscopiques dégueulasses, enfin pas tout à fait microscopiques, mais vraiment très petits, qui ont une durée de vie très courte, et du coup gamétophyte, parce que ça va donner les gamètes. Et oui, il y a les gamètes mâles et les gamètes femelles, comme chez nous les spermatozoïdes et les ovules, parce que là c'est pas des spermatozoïdes ou des ovules, mais bref, les gamètes qui vont se rencontrer, se féconder, et de là, à partir de ça, va pousser une nouvelle plante qui cette fois sera bien le sporophyte. Donc je répète, chez les fougères, le cycle de vie c'est hop, une première plante qui pousse, qui fait des spores, les spores vont donner des gamétophytes qui font des gamètes, ces gamètes vont se féconder entre elles, mâles et femelles, pour donner un nouveau sporophyte, et ainsi de suite. En réalité, cette alternance entre les sporophytes et les gamétophytes, c'est le cas chez toutes les plantes. C'est juste que chez les plantes à fleurs qu'on a l'habitude de voir majoritairement, en fait, le stade gamétophyte se fait à l'intérieur de la plante et on ne le voit pas. Bref, je vous disais que le botryque lunaire, c'était comestible. C'est uniquement, du coup, la partie dite fertile, c'est-à-dire les sporanges, quand c'est encore sous forme de fronde, c'est-à-dire que c'est encore enroulé. De manière générale, les fougères qui sont comestibles ne sont comestibles que quand c'est encore en fronde. J'espère avoir été claire dans mes explications et je vous dis à demain pour la suite du Plantober. Est-ce que vous savez que les fruits des érables, ça se mange? Ça s'appelle des samars et on en parle aujourd'hui parce que c'est le jour 13 du Plantober. Les fruits encore verts se mangent crus ou alors conservés en saumure comme des cornichons, et sinon, une fois un peu plus matures, vous pouvez décortiquer les graines et les faire bouillir pour pouvoir les manger. En réalité, l'érable, ça fait partie de ces arbres qui peuvent être mangés quasiment dans leur totalité. On peut manger leurs sève, vous connaissez le sirop d'érable, on peut manger leurs fleurs, notamment en beignet, il paraît que c'est très très bon, leurs feuilles quand elles sont encore jeunes, leurs fruits, on en a parlé, et aussi une partie spécifique de l'écorce qu'on appelle le cambium. J'ai découvert que les fleurs pouvaient se manger grâce à une tiktokeuse américaine que j'adore. Si jamais les plantes sauvages comestibles ça vous intéresse et que vous parlez anglais, allez la suivre, c'est génial. Je vais mettre son nom en description, bien évidemment. Et sur ce, je vous dis à demain pour la suite du Plantober. Est-ce que vous savez qu'on peut manger les racines des orchidées? Et qu'au passage, on a plein d'orchidées sauvages en France. Pour ce jour 14 du Plantober, j'ai choisi spécifiquement l'orchis pourpre parce que je l'ai vue et prise en photo cette année, mais ce que je vais dire est vrai pour beaucoup d'orchidées sauvages. Les orchidées, ça fait des tubercules, c'est le même concept que les patates, ça fait juste des réserves pour la plante. Et en l'occurrence, les tubercules d'orchidées, si on les cuit et puis qu'on les réduit en poudre pour en faire de la farine, on peut ensuite utiliser cette farine qu'on appelle salep pour faire une boisson qu'on appelle également salep. On peut mélanger ça avec du miel, des épices, tout un tas de bonnes choses pour faire une bonne boisson. C'est une boisson qui a priori est bue depuis l'Antiquité, en tout cas d'après Wikipédia, et dans plusieurs endroits dans le monde. Du coup, je serais assez curieuse d'y goûter, même si la plupart des orchidées en France sont menacées, et donc on va pas vraiment aller les déterrer pour choper leurs tubercules. Au passage, les tubercules poussent par deux, ce qui fait que le salep, son nom vient a priori d'une expression en arabe que je ne vais pas faire l'affront d'essayer de prononcer, qui veut dire testicule de renard. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec cette information. Bref, je vous dis à demain pour la suite du Plantober. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que cette très jolie fleur est couverte d'espèces de poils? Il s'agit de la fleur du trèfle d'eau et c'est le jour 15 du Plantober. Honnêtement, j'aurais pu vous parler de comment est-ce que cette plante est comestible, mais je suis tombée sur un article en particulier qui s'est intéressé à la question de pourquoi est-ce que les fleurs sont couvertes de poils, et j'ai trouvé ça trop cool l'explication qu'il donne, donc j'avais envie de vous la partager. Le lien vers l'article est dans la rubrique source de mon Linktree que vous pouvez trouver dans la bio de mon TikTok. Ça fait beaucoup de liens à suivre, mais bref, vous avez compris.
Et donc du coup, grande question, pourquoi des poils? L'hypothèse que les chercheurs ont avancée, c'est que, en fait, ça empêche les fourmis de venir manger le nectar. Il faut savoir qu'une plante, ça produit du nectar pour attirer les insectes pollinisateurs. C'est généralement des insectes volants, pas exclusivement, mais généralement volants, qui vont donc se poser sur la fleur, choper le nectar au fond parce que pour eux c'est une source de sucre et donc de nourriture, au passage choper le pollen, et puis après quand ils vont s'envoler vers d'autres fleurs, ils vont polliniser, vous connaissez le topo. Mais quelques insectes sont des petits filous et ils mangent le nectar sans se couvrir de pollen, et donc du coup c'est zéro pour la pollinisation et la fleur a produit du nectar pour rien. C'est relativement relou. Dans le cadre de l'étude dont je suis en train de vous parler, ils ont coupé les poils de certaines fleurs pour voir si elles se faisaient plus attaquer par les fourmis que les autres, et la réponse était oui, effectivement, les poils empêchent les fourmis de circuler correctement sur la fleur. C'est trop cool comme explication, mais il faut garder en tête que pour ce genre de problématique, on ne sait jamais vraiment est-ce que l'évolution a vraiment poussé ce trait-là pour cette raison spécifique, ou est-ce que c'était purement un hasard, et qu'en réalité, ça servait pas forcément de but en particulier, ou bref, va savoir. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant, et je vous dis à demain pour la suite du Planttober. Est-ce que vous saviez que la menthe, ça aide à la digestion? C'est le jour 16 du Planttober, et aujourd'hui, on parle de la menthe à feuilles rondes, avec un tout petit peu de retard. Toutes les menthes possèdent des propriétés similaires, même si elles ont chacune une composition légèrement différente, ce qui fait que telle ou telle menthe va être plus ou moins recommandée pour telle ou telle utilisation, mais de manière générale, la menthe, en infusion, c'est bon pour les problèmes d'estomac. La menthe à feuilles rondes, il paraît que si on la fait chauffer, elle perd son goût parce que les composés qui lui donnent cette saveur sont très volatiles, mais personnellement, j'aime pas trop les infusions froides, donc je la fais chauffer quand même, et c'est pas très grave. Le truc qui est intéressant, c'est que la menthe, ça peut vraiment avoir des propriétés médicinales qui sont différentes en fonction du type d'extraction qu'on utilise. Il y a plein de molécules différentes dans la menthe qui peuvent avoir des effets médicinaux, et certains sont solubles dans l'eau, mais d'autres pas. Par exemple, l'huile, on sait bien que c'est pas soluble dans l'eau, et donc du coup, tout ce qui va être composé huileux ne se dissoudra pas dans l'eau, et vous ne les aurez pas dans une infusion. Mais je ne suis pas herboriste ou pharmacienne, et je n'ai pas eu le temps de creuser des recherches sur ce sujet, donc je vais juste me limiter à vous dire que faire des infusions de menthe, ça aide à la digestion, et tous les autres effets, je les passe sous silence pour l'instant, et peut-être que j'en ferai une autre vidéo un jour. Au passage, si vous voulez apprendre à identifier la feuille à menthe ronde, vous pouvez aller voir une vidéo que j'ai faite sur mon compte avant le Planttober, où justement, j'identifiais cette plante juste devant chez moi. Et je vous dis à tout à l'heure pour la suite du Planttober. Est-ce que vous savez qu'on peut manger le fruit du rose? Aujourd'hui, c'est le jour 17 du Planttober, et on parle de la forme sauvage de la rose, à savoir l'églantier. Les églantiers et les roses en général, ça fait un fruit qu'on appelle le cynorrhodon, que je trouve personnellement très joli parce que c'est un très joli rouge. Les fruits sont parfaitement comestibles crus et cuits, ils sont très largement utilisés en confiture, en compote, en tarte, peu importe, tu le nommes, tu peux faire ça avec. C'est très riche en vitamine C, mais du coup que cru, puisque la vitamine C est détruite à la cuisson, ce qui fait que c'est une plante qui est bien pour lutter contre le scorbut, même si c'est plus vraiment un problème actuel, le scorbut. Et le petit détail rigolo, c'est que les graines à l'intérieur sont recouvertes comme ça là de petits poils qui viennent vous chatouiller, et en fait c'est avec ça qu'on peut faire du poil à gratter. Pas de panique si vous en mangez, c'est irritant pour la peau, mais pas pour les muqueuses intestinales, et en fait même au contraire c'est recommandé d'en manger, puisque ça va s'accrocher aux parasites intestinaux, et ça peut donc servir de vermifuge. Techniquement, toutes les roses font des cynorrhodons qui sont comestibles, mais si vous utilisez des variétés cultivées, faites juste attention aux conditions de culture dans lesquelles elles ont été produites. Si c'est plein de pesticides, le fruit va être plein de pesticides et vous n'avez pas vraiment envie de mettre ça dans votre organisme. Voilà, à demain pour le suite du Planttober. Est-ce que vous savez que certaines plantes ne peuvent pousser que sur des sols nus, voire bétonnés ou gravillonnés, là où on se dirait que normalement il n'y a rien qui pousse? On appelle ça des plantes rudérales, et c'est le cas notamment de Brachytecium rutabulum, qui est la plante 18 du Planttober, et c'est cette mousse là, qui pousse tout partout ici. J'avais fait une vidéo il y a un moment pour vous expliquer que les plantes se répartissent en théorie selon 3 stratégies différentes: compétition, tolérance au stress et rudérales. Et les espèces rudérales, elles sont hyper importantes pour les écosystèmes, parce que c'est elles qui vont permettre de coloniser des milieux après une grosse perturbation,
que ce soit un incendie, une inondation, mais aussi le bétonnage d'une route ou d'une zone. Vous avez dû le remarquer, la mousse fait très souvent partie des plantes qui arrivent sur du béton, tout simplement parce que la mousse n'a pas besoin de faire de racines, elle peut être juste posée sur le béton, mais le truc c'est que la mousse, elle va dégrader le sol en dessous d'elle, elle va, avec ses petits crampons, ses petites tiges rampantes, elle va venir en fait dégrader petit à petit le béton, mais aussi en se décomposant, ça va juste donner de la matière morte qui va servir de sol. Et progressivement, ça va donc créer un sol, un vrai sol sur lequel d'autres plantes vont pouvoir venir pousser. Au début, on va être sur des plantes qui ont besoin, elles aussi, de pousser dans des milieux un peu extrêmes. Et progressivement, plus il y aura de plantes, plus il y aura de matière qui va se décomposer, plus le sol va se dégrader. Enfin, se dégrader dans le sens se détacher, le béton va être moins solide et du coup un vrai sol va se construire. Et petit à petit, un vrai écosystème vraiment fourni va pouvoir se mettre en place et on appelle ça la succession écologique. Et en prime, le truc avec la mousse, c'est que c'est très dense et ça retient très bien l'humidité. Ce qui fait que, en attendant d'avoir un écosystème avec beaucoup de plantes, ça peut servir d'abri pour pas mal de petites bestioles. Là, on peut voir un petit escargot sous ce tas de mousse, mais il y a aussi des coléoptères qui se baladent par-ci par-là, pas mal d'escargots quand même, on va le reconnaître. Et puis la mousse, c'est une plante qui est trop forte aussi, parce qu'elle peut entièrement se déshydrater quand les conditions ne sont pas favorables, et dès qu'il va y avoir de la pluie, pouip, la mousse va renaître, et c'est trop cool. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous faire voir cette plante pourtant extrêmement courante sous un nouveau jour, et je vous dis à tout à l'heure pour la suite du Plantober. Je suis vraiment désolée, j'ai du mal à tenir le rythme cette semaine, mais promis, je vais essayer de faire mieux d'ici la fin du Plantober. Et donc je vous dis à tout à l'heure. Est-ce que vous saviez que le sapin, ça se mange? C'est notamment le cas du sapin blanc qui est le jour 19 du Plantober. J'avais fait une vidéo il y a longtemps où je vous amenais avec moi en forêt pour ramasser du sapin blanc parce que les jeunes pousses de l'année, celles qui sont encore d'un vert tendre qui se détachent bien du reste de l'arbre, sont parfaitement comestibles crus, mais on peut aussi en faire du sirop. J'en ai pas là pour vous montrer, mais c'est extrêmement simple à faire. Il suffit donc de récupérer ces jeunes pousses de sapin, de les laver, les peser, on les met dans un bocal et on rajoute leur poids en sucre. On laisse ça mariner quelques jours. Le sapin va tout simplement se vider de son eau qui va venir dissoudre le sucre et on va se retrouver avec les bouts de sapin qui sont secs et un sirop qui a un goût de sapin et vous pouvez l'utiliser dans vos boissons, dans vos plats, comme vous voulez. Autant les aiguilles crues ont un goût qui se rapproche pas mal de l'orange, autant le sirop ça a vraiment un goût de sapin. Et je ne sais pas le décrire autrement qu'en disant que ça a un goût de sapin. Si vous voyez, vous voyez. Si vous voyez pas, je ne sais pas comment le décrire. Bien sûr, avant de manger une plante, on est sûr qu'on l'a bien identifié. Les sapins sont comestibles, mais les épicéas qu'on confond souvent avec des sapins ne le sont pas. Donc si quand vous enlevez l'aiguille, ça s'arrache, l'aiguille est vraiment accrochée, c'est un épicéa, on ne mange pas. Et si jamais l'aiguille, au contraire, elle tient sur la branche par un petit crampon et qu'elle s'enlève facilement sans déchirer quoi que ce soit, c'est un sapin, et là, il y a des chances que ce soit comestible. Sur ce, je vous dis à plus tard pour la suite du Plantober. Est-ce que vous saviez que la mousse, ça peut servir à mesurer la pollution atmosphérique? C'est notamment le cas du polytrique commun, qui est la plante 20 du Plantober. C'est cette mousse qui fait des bons gros coussins dans les forêts tourbeuses et qui leur donne un aspect féerique comme ça, c'est magnifique. Il y a plein de plantes qu'on peut utiliser pour surveiller la pollution de l'air, du sol ou de l'eau, par exemple. Ça va beaucoup dépendre du coup de l'espèce, mais aussi de ce qu'on essaye de surveiller. Généralement, on utilise ce qu'on appelle des plantes bio-indicatrices, qui en fait, si elles vont pousser plus ou moins bien, ou voire pas du tout dans certains types de milieux, on sait que ce milieu va être plus ou moins pollué dans tel et tel élément parce qu'on connaît les tolérances des plantes à ces éléments-là. Mais dans le cas du polytrique commun, ce que je trouve un peu intéressant, c'est que ça fait partie des mousses qui sont utilisées non pas comme bio-indicateurs, mais comme bio-moniteurs. Là, l'idée, c'est que la mousse, la plupart du temps, ça peut survivre dans des milieux qui sont très pollués, donc sa présence ou son absence ne sont pas forcément des super indicateurs, ça dépend des espèces. Mais là, on va récolter la mousse, l'analyser en laboratoire et on va pouvoir mesurer les taux de métaux lourds contenus dans la mousse et ça nous donnera une idée des métaux lourds qui étaient contenus dans l'atmosphère. En fait, c'est très simple. Comme la mousse, ça pousse en tapis vraiment très très dense et que en plus, ça reste vert toute l'année et que ça a une croissance assez lente, ça capte vraiment tout ce qu'il y a dans l'atmosphère
En plus, ça n'a pas de racines ou pas vraiment de racines, donc tous ces nutriments, tout ce que la mousse capte, ça vient vraiment de l'air et non du sol, et ça fait un coussin qui empêche de toute façon que ça tombe dans le sol. Donc vraiment, pour la pollution atmosphérique, c'est parfait. Et en fait, prélever ces métaux lourds dans la mousse, c'est moins coûteux et compliqué que de faire des appareils de mesure dans l'atmosphère. Le polytrite commun est notamment utilisé pour mesurer les taux de chrome, de cuivre et de zinc, mais le biomonitoring c'est un peu un sujet nouveau, enfin pas forcément nouveau, mais qui en tout cas demande encore des expériences. Donc il y a probablement des développements qui peuvent arriver sur l'utilisation du polytrite commun ou d'autres types de mousse, voire même d'autres plantes. Mais si vous voulez plus de détails sur comment ça marche et les perspectives, je vous encourage à aller lire les articles que j'ai mis dans les sources, que vous pouvez trouver dans le lien source qu'il y a dans le Linktree qu'il y a dans ma bio. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et je vous dis à plus tard pour le prochain Plantober. Est-ce que vous savez que sur une même plante, c'est possible d'avoir des feuilles complètement différentes? Ça s'appelle le dimorphisme foliaire et c'est notamment le cas de la renoncule aquatique qui est le jour 21 du Plantober. Comme son nom l'indique, c'est une plante qui vit dans l'eau, elle flotte à la surface grâce à justement ces feuilles qui ont une forme relativement classique, qui ont des petits creux à l'intérieur qui permettent que ça flotte bien, et ces feuilles qui sont immergées, qui vont être sous l'eau, ressemblent à ces petites aiguilles. Ça forme de super jolis tapis avec ces belles fleurs blanches là comme ça qui ressortent, très denses. On voit bien que ça flotte très bien grâce justement aux feuilles flottantes, mais qu'en même temps ça fait un truc bien dense grâce aux feuilles qui sont immergées et qui s'en mêlent bien les unes aux autres. La renoncule aquatique, c'est très loin d'être la seule plante qui propose un dimorphisme foliaire. C'est même possible d'avoir plus que 2 formes de feuilles différentes, et une qui est très courante et que je suis sûre que vous avez à côté de chez vous, c'est le lierre. Et oui, le lierre a 2 formes de feuilles, du coup la prochaine fois que vous en croisez, je vous propose juste de vous poser un instant pour essayer de trouver ces 2 formes de feuilles principales, et peut-être essayer de réfléchir à pourquoi est-ce que la plante ferait pousser ces 2 feuilles, dans quelles conditions est-ce que c'est celle-là ou celle-là qui pousse. Et en attendant, je vous dis à plus tard pour la suite du Plantober. Est-ce que vous savez qu'on peut faire des paniers avec du houblon? Oui, le houblon, cette plante dont on se sert pour aromatiser la bière, et c'est le jour 22 du Plantober. Ce qu'on utilise pour aromatiser la bière, c'est les cônes, comme ça. Mais le truc important à noter ici, c'est que le houblon, c'est une liane. Et comme beaucoup de plantes qui poussent en liane, comme la clématite, la ronce par exemple, on peut utiliser les lianes pour faire des paniers. Pas exclusivement des paniers, pour faire de la vannerie en général, et voici quelques exemples trouvés sur Google de vannerie fait avec du houblon. Au passage, petit aparté de bière, c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité qu'on aromatise la bière avec du houblon, puisque la bière, on en fait depuis vraiment très longtemps. Il y a des débats pour dire si on a commencé à faire de l'agriculture pour faire du pain ou pour faire de la bière. C'est pour vous dire à quel point c'est vieux dans l'histoire de l'humanité. J'ai pas vraiment de date précise à vous donner de quand est-ce qu'on a commencé à utiliser du houblon pour faire de la bière, aux alentours du Moyen-Âge, mais en fait, il y a plein d'autres plantes qu'on peut utiliser pour aromatiser de la bière, et si vous en connaissez, mettez-nous-en quelques-unes en commentaire. Et sur ce, à plus tard pour la suite du Plantober. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment est-ce que Loya fait pour se protéger du vent? Loya, c'est la plante 23 de mon Plantober et je profite d'être au parc du Marcanterre pour vous en parler. Loya, c'est cette plante qui pousse sur les dunes et nous, elle nous arrange beaucoup parce que ça permet de les fixer, les dunes. Mais le truc, c'est que pour une plante, c'est compliqué d'habiter dans un milieu comme ça parce qu'elle se prend le vent de la mer en permanence. Pour faire la photosynthèse, les plantes, elles ont besoin de capter l'air et du coup, elles ont des petits trous qu'on appelle des stomates qu'elles sont capables d'ouvrir et de fermer. Le problème, c'est que quand elles les ouvrent, certes, ça leur permet donc de faire la photosynthèse, mais ça leur fait aussi perdre leur eau puisqu'elles transpirent. Mais en bord de mer, il y a tellement de vent qu'il faut forcément que les plantes elles trouvent des stratégies parce que sinon elles perdraient leur eau en permanence. Et Loya, sa stratégie à elle, c'est d'avoir des feuilles enroulées. Vous pouvez voir que la feuille est repliée sur elle-même et on peut également voir comme des petites rigoles à l'intérieur. En fait, les stomates de la plante, donc les petits trous, vont être uniquement au côté qui est à l'intérieur et c'est pour garder justement l'humidité dans la feuille et éviter que le vent vienne tout assécher. Ça, c'est une coupe de la tige. On voit bien les espèces de rigoles dont je parlais et en prime, on voit qu'il y a pas mal de poils qui sont toujours là pour capter l'humidité. Si on zoome, on voit bien qu'il y a du côté extérieur une grosse couche de cire bien épaisse qui ne laisse rien passer et que les trous dans la paroi, les stomates dont je parlais, sont
à l'intérieur des piliers, vraiment dans les renfoncements. En fait, le bleu c'est les cellules et ce qui apparaît plus orangé c'est du vide, c'est la chambre aérifère, c'est l'espace d'échange gazeux qu'il y a au niveau des stomates. Et en prime, la rosée du matin va se condenser à l'intérieur et va glisser dedans de façon à bien arroser la plante. Donc voilà, maintenant vous savez comment est-ce que l'Oya résiste à la sécheresse. Et j'en profite pour vous dire que le parc du Marcanterre et la baie de Somme en général, c'est absolument magnifique, c'est incroyable, et les guides du parc sont topissimes. Je vous recommande vraiment très fort d'aller y faire un tour si jamais vous en avez l'occasion. Est-ce que vous savez qu'une plante, ça n'a pas forcément une tige ronde? C'est notamment le cas des carex, aussi appelés les lèches, qui, comme leur nom ne l'indique absolument pas, ils ont une tige triangulaire. Oui, c'est juste que certaines plantes ont une tige carrée et que j'ai tendance à toujours confondre et à penser que le carex a une tige carrée alors que non, le carex a une tige triangulaire. Et genre vraiment une tige triangulaire et pas juste un tout petit peu aplati. Non, c'est un bon vrai triangle. Le truc c'est que les tiges elles s'amusent pas à être rondes juste pour l'esthétique, ça a des raisons pratiques derrière. Tout simplement le poids de la plante en elle-même, quand il y a genre la gravité qui s'applique, mais aussi les forces de pression à l'intérieur de la plante à cause de la circulation de la sève, c'est beaucoup plus logique d'avoir toutes les forces qui s'exercent sur la plante qui sont réparties sur le rond, plutôt que d'avoir des points de faiblesse qui sont les angles des triangles, des carrés ou autres formes géométriques. Je vais vous montrer ça avec des tubes de papier et des livres. Premier exemple, on peut voir que j'ai fait un rouleau, alors je le tiens pour éviter qu'il se déroule parce que j'ai pas de scotch à portée de main, mais on voit que ça supporte très bien le poids de mon livre. Mais si cette fois je fais un triangle, hop, et voilà, ça s'écroule instantanément. Un carré cette fois, c'est pas mieux. Je vous encourage à retenter l'expérience à la maison en scotchant votre feuille pour éviter qu'elle se déplie et que ce soit la raison pour laquelle ça s'écroule, mais je vous assure pour avoir testé qu'on peut même supporter le poids d'un être humain avec juste des feuilles en papier en faisant plusieurs cylindres comme ça sur lesquels on met une planche, on met quelqu'un dessus et promis, ça tient. Les plantes qui ont donc des angles dans leur tige, elles sont obligées d'avoir des soutiens supplémentaires pour éviter de s'écrouler sur elles-mêmes. Alors, plus ou moins en fonction des plantes, hein, je veux dire, ça peut être assez léger une plante, donc c'est pas nécessairement un problème. Là, c'est pas le carex que je vous montre, c'est une lamiacée qui est donc une tige carrée, mais vous pouvez bien voir que au lieu d'avoir là tout ça là, qui sont des cellules assez grandes, assez lâches, assez espacées, on voit bien que dans l'angle en particulier, il y a un gros renforcement, les cellules sont plus petites, elles sont beaucoup plus serrées, et aussi en termes de couleur, on voit, alors vous, ça vous parle probablement pas, mais moi je peux vous dire qu'en termes de couleur, ça c'est des cellules qui sont beaucoup plus résistantes que celles qui sont là. Oui, parce que bon, là c'est pas moi qui ai fait la coupe, mais j'en ai déjà fait un bon paquet, des coupes végétales, et donc je peux vous dire qu'on utilise des produits pour les teindre, tout simplement pour mieux les voir au microscope, mais aussi parce que en gros tissu bleu ou tissu violet avec les colorants qu'on utilise ça a des significations différentes et on sait ce que ça veut dire, du coup ça permet de mieux lire ce genre de coupe. Sur ce, je vous dis à plus tard pour le prochain Plantober. Est-ce que vous savez qu'une fleur ça peut aussi ressembler à ça? C'est pas exactement une fleur, c'est une inflorescence, c'est-à-dire un ensemble de fleurs, on l'appelle en l'occurrence un chaton et c'est le chaton du bouleau verruqueux, le numéro 25 du Plantober. Et oui, les chatons, c'est des fleurs. Les grands chatons qui tombent, c'est des fleurs mâles qui vont produire le pollen. Et les petits chatons qui sont au début dressés, puis après, quand ils seront fécondés, ils vont tomber, mais qui sont plus petits en tout cas que les mâles, c'est donc les femelles qui vont récupérer tout ce pollen. Ce qui est intéressant avec la forme d'une fleur, c'est que ça nous indique comment est-ce que la plante est pollinisée. Les fleurs qu'on a l'habitude de voir, sur lesquelles les insectes peuvent se poser, ça nous indique qu'elles sont pollinisées par des insectes. Jusque-là, tout va bien. Mais ce genre de chaton qui n'est pas du tout conçu pour qu'un insecte puisse venir le butiner et qui va produire du pollen en très grande quantité, ça nous indique que c'est pollinisé par le vent. Quand le pollen est prêt, le vent va faire s'envoler tout ça, c'est extrêmement léger, et ça ira sur les fleurs femelles d'un autre arbre plus loin pour pouvoir faire la reproduction, et c'est donc la raison pour laquelle ça produit énormément de pollen, c'est parce que l'arbre, comme ça, a plus de probabilité de réussir à avoir un grain de pollen qui vient féconder une des fleurs du chaton femelle d'un autre arbre. Au passage, les fruits, ça ressemble donc à ça. Une fois encore, c'est pas un seul fruit, c'est chaque petite fleur femelle va donner un petit fruit qui, regroupés ensemble, vont faire ce petit bourgeon qui pendouille. Et donc voilà, ça c'est le fruit
du boulot. À noter que toutes les plantes qui font des chatons n'ont pas nécessairement un fruit qui ressemble à ça, puisque c'est le cas par exemple du noisetier. Il fait des chatons, mais vous voyez bien que ça ne ressemble pas du tout à une noisette. Il existe un paquet de méthodes de reproduction différentes chez les végétaux, c'est passionnant même si c'est un peu complexe par moment, et j'espère que ce petit aperçu vous aura donné envie de vous y intéresser plus. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le sujet à l'avenir, c'est même extrêmement probable. Et donc je vous dis à plus tard pour ces sujets-là, et en attendant je vous dis à bientôt pour la suite du Plantober. Est-ce que vous savez qu'on a une herbe super courante chez nous qui a un goût d'ananas? C'est la matricaire odorante, la plante 26 du Plantober. Et elle ressemble à ça, c'est basiquement une espèce de marguerite ou de camomille, mais sans pétales. Vous voyez les petits bourgeons un peu jaune-vert, c'est les fleurs qui n'ont donc pas, enfin c'est pas exactement qu'ils n'ont pas de pétales, mais en tout cas il n'y a pas la couronne de pétales qu'on a l'habitude de voir à l'extérieur de ce genre de plante. Comme la photo l'évoque, c'est une plante qui pousse beaucoup sur les chemins, sur les bords de chemin, pour éviter d'être trop piétinée, et du coup la plante entière est comestible et a donc un très surprenant goût d'ananas. Si vous êtes habitué à la récolte de plantes sauvages, vous savez que des fois on dit oui ça a un goût de ça, mais ça a vite fait un arrière-goût. Non, là ça, si vous le ramassez quand c'est bien mûr, je peux vous assurer que ça a un goût d'ananas extrêmement bluffant. J'étais en mode qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de manger un ananas? Je suis en train de manger une fleur. Du coup, si vous voulez manger local, c'est un substitut parfait pour pouvoir faire tout un tas de crèmes, sorbets, glaces et autres trucs sympathiques à l'ananas. J'ai pas essayé cuit pour voir si ça perdait son goût, parce que c'est une probabilité, mais si jamais vous avez déjà tenté le truc, ou que vous vous lancez dans l'expérience, ben faites-moi en part, parce que ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour la suite du Plantober. Est-ce que vous savez qu'on peut soulager ces infections pulmonaires avec une fougère? C'est le cas de la Quétérac officinale, le numéro 27 du Plantober. C'est une petite fougère qui ressemble à ça, et évidemment, si vous voulez essayer de vous soigner avec, soyez bien sûr que vous l'avez correctement identifié. C'est sûr. Mais non, bref, la Quétérac, on peut tout simplement faire un sirop avec, donc juste extraire son liquide dans du sucre et le faire fondre, et pouf, vous avez un sirop contre les infections pulmonaires, c'est pectorant, c'est-à-dire que ça va vous aider à évacuer toutes les sécrétions que vous avez dans vos bronches et qui vous embêtent. Voilà, j'ai pas plus d'infos à vous donner pour ce Plantober là, donc je vous dis à la prochaine pour le suivant. Est-ce que vous savez qu'on peut utiliser une plante comme pansement? Ok, il y a plusieurs plantes qu'on peut utiliser pour soigner les plaies, mais celle du jour, le nombril de Vénus, la numéro 28 du Plantober, donc, on peut vraiment l'utiliser tel quel, bim, l'appliquer sur une plaie ou une inflammation, sans avoir à rien faire d'autre que de l'appliquer. Ça ressemble à ça, on appelle ça un nombril pour la raison très évidente que ça ressemble à un nombril. C'est une plante qui est très facile à identifier, il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent à ça, et en plus ça pousse sur les rochers, vraiment ça ne poussera que sur des rochers, des murs, ce genre de choses, donc c'est pas trop compliqué à identifier. Si vous vous intéressez aux plantes sauvages comestibles, vous la connaissez très probablement puisque elle est donc comestible telle qu'elle et elle est souvent utilisée pour faire des espèces de petits toasts pour l'apéro. Il semblerait que ce soit très bon, j'ai jamais eu l'occasion d'en goûter, mais voilà, c'est donc une plante qui est très connue et en fait du coup, si on enlève la peau supérieure, l'intérieur de la plante est gras, un peu comme de l'aloe vera, vous voyez, en termes de texture, et donc vous l'appliquez sur une blessure que vous venez de vous faire, ou une inflammation, une piqûre, quelque chose dans ce genre-là, et c'est anti-inflammatoire, et cicatrisant, et en plus, comme c'est rafraîchissant, et ben juste, ça fait du bien. Il est bien évident que si vous avez une plaie ouverte, occupez-vous-en avec des moyens de médecine moderne, et pas avec des plantes que vous avez ramassées, mais si vous n'avez que ça sous la main, ou que vous voulez juste soulager une petite inflammation, ben ça peut être tout à fait sympathique. C'est tout pour cette plante-là, et je vous dis à plus tard pour le Plantober suivant, qui arrive enfin dans la période Halloween. Est-ce que vous saviez que cette fleur est tellement toxique que simplement la toucher peut vous envoyer à l'hôpital? Il s'agit de l'aconite, la plante 29 du Plantober, et c'est la plante la plus toxique d'Europe. La fleur se fait également appeler casque de Jupiter, en référence à sa forme, qui évoque le casque des dieux romains. Toute la plante est extrêmement toxique et le poison est capable de passer à travers la peau, d'où le fait que le simple fait de la toucher peut vous faire une réaction allergique très forte, voire vous intoxiquer. Il suffit de seulement 2 à 4 grammes de tubercule
pour tuer un être humain en 1 heure seulement. Et on parle pas d'une mort douce et paisible. Attention, je vais décrire certains symptômes et ils peuvent être violents. Si vous ingérez ce poison, vous allez d'abord ressentir une sensation de brûlure au niveau de la bouche et de la gorge, et en quelques minutes à peine, votre corps va commencer à s'engourdir. Vous allez commencer à avoir des douleurs extrêmement violentes qui vont vous parcourir et vous allez vous retrouver paralysé après avoir perdu l'usage de tous vos sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, tout. Après moins d'1 heure d'agonie et de souffrance, votre cœur va s'arrêter comme tous les autres muscles de votre corps. Le plus grand danger réside dans la beauté de cette plante. Elle est tellement magnifique qu'on a vite fait de vouloir la cueillir, mais comme je l'ai dit, les toxines passent à travers la peau et vous pouvez vous empoisonner simplement en la ramassant. L'aconite n'est pas la seule plante toxique qui peut vous empoisonner par le simple toucher, même si c'est la plus toxique qu'on possède en Europe. C'est pour ça qu'il n'est jamais recommandé de cueillir une plante qu'on ne connaît pas. On pense à tort que les champignons peuvent être toxiques au simple contact. En réalité, il n'existe que très rares cas de champignons qui peuvent vraiment être dangereux au toucher et ce sera simplement des réactions allergiques, alors que certaines plantes comme l'aconite peuvent, une fois encore, vous envoyer à l'hôpital si vous la ramassez. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce Planttober spécial Halloween. Est-ce que vous saviez que la mandragore était une vraie plante et que si elle apparaît dans certains univers magiques bien connus, c'est parce que ses propriétés hallucinogènes ont longtemps fait croire que cette plante possédait des pouvoirs magiques. Et bien sûr, elle avait tout à fait sa place dans cette fin de Planttober spécial Halloween. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une plante hallucinogène car une plante toxique, je ne vous recommande donc pas du tout de l'utiliser comme hallucinogène puisque chaque plant a une concentration en poison différente et qu'il est extrêmement difficile de savoir quelle dose de feuilles ou de racines est nécessaire pour avoir des hallucinations qui, au passage, ne sont pas des hallucinations tranquillou-pilou, c'est des hallucinations réellement violentes et vous endormir avec cette plante peut vous amener à l'hôpital et vous risquez sincèrement votre vie si vous essayez. Une autre raison pour laquelle on lui a attribué des propriétés magiques, c'est parce que sa racine fait penser à la forme d'un humain. Celle-ci n'est pas nécessairement la plus convaincante, mais vous pouvez le voir, c'est une racine qu'on dit pivotante, c'est-à-dire qu'elle va vers le bas comme une carotte, mais contrairement à la carotte, elle va avoir plusieurs ramifications qui vont toujours faire penser à des jambes, mais qui vont souvent avoir des petites ramifications supplémentaires qui feront penser à des bras, voire potentiellement une petite ramification ici qui fait penser à un petit organe supplémentaire et qui a amené certains magiciens et alchimistes à considérer qu'il existait des mandragores mâles et des mandragores femelles. Bien évidemment, ça n'avait aucune réalité biologique derrière. Certaines personnes pensent que la mandragore faisait probablement partie des plantes que les sorcières s'induisaient au niveau des muqueuses pour avoir des hallucinations et c'était ça qui était considéré comme les sabbats. Cette pratique n'a jamais été réellement attestée puisque tous les écrits qu'on possède sur les sorcières viennent de manuels sur comment reconnaître une sorcière et pourquoi est-ce qu'il faudrait la cramer. Du coup, on n'est pas sûr des plantes qui étaient utilisées, mais on est encore moins sûr que les sorcières aient fait ça tout court, si sorcière existait dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Il existe cependant des conseils de récolte de la mandragore que je ne peux pas résister de vous partager. Lors d'une pleine lune, de préférence au mois de mai, vous aspergez la mandragore de sang ou d'urine. Vous prenez une vierge qui tournera le dos au vent et qui tracera avec une épée 3 cercles autour de la mandragore. Vous attacherez la plante à un chien et après vous êtes bouché les oreilles, vous ferez en sorte que le chien déterre la mandragore. C'est ainsi que lui va recevoir la malédiction qui potentiellement le tuera sur le coup et vous pourrez ensuite ramasser la mandragore qui aura poussé son cri mortel que vous n'aurez pas entendu car vous vous êtes bouché les oreilles. Bien sûr, on ne sait pas si ce rituel était réellement respecté à l'époque où la mandragore était récoltée pour des raisons magiques. Il est possible que ces instructions aient été divulguées uniquement pour justifier un prix élevé de la plante qui, au passage, ne pousse pas en France métropolitaine, ne pousse pas dans la plupart des pays européens, ça pousse sur le bassin méditerranéen, le Proche-Orient, Moyen-Orient,
mais on n'en a pas chez nous et donc on est obligé de la faire venir de loin. C'était une plante qui devait probablement coûter très cher. Au-delà de ses usages magiques supposés, c'était une plante qui était réellement utilisée comme sédatif et calmant, bien sûr à très faible dose, pour notamment des accouchements. Mais comme je l'ai dit plus tôt, chaque plante a une concentration en toxines différente, et il est donc très difficile de doser un médicament avec cette plante, et elle n'est plus du tout utilisée en médecine aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à demain pour la suite et fin du Plantober.